on a perdu totalement notre prestige, hein. On a perdu totalement notre respectabilité, et donc notre jeunesse, qu'elle soit de souche ou d'origine immigrée, n'aime pas ce pays. Alors les deux souches n'arrivent plus à l'aimer, et ceux qui avaient déjà un contentieux colonial le détestent. Donc égalité et réconciliation, mais je veux dire, il va falloir que ce soit une main tendue mais ferme. Alain Soral, bonsoir. Bonsoir. Alors, je crois qu'une fois de plus, on peut dire que Alain Soral a raison. Avant d'en parler, je voudrais remercier, parce qu'il y a un moment que je n'ai pas remercié pour les cadeaux qu'on me fait. Donc après, on risque de moins m'en faire. Donc je voudrais remercier la compagnie des fusiliers marins de l'île Longue. Hein, je suppose que c'est en Bretagne. Donc des militaires français. Et je pense que justement, compte tenu des événements récents, c'est important de rappeler notre solidarité avec les forces armées et la police, ce que nous avons d'ailleurs nous toujours fait à Égalité et Réconciliation, contrairement à d'autres gauchistes que tu as croisés malencontreusement récemment et qui eux viennent de redécouvrir à la faveur, si je puis dire, des événements récents, qu'une société avait besoin d'armée et de police. Voilà. C'est vraiment un sujet très complexe parce qu'il y a il y a l'analyse immédiate, d'ailleurs qui est dangereuse, hein, parce qu'effectivement sur le coup, il y a un effet de choc terrible et c'est ce qui fait d'ailleurs que moi j'ai essayé de m'abstenir de commenter trop vite, parce que c'est vrai qu'au départ, il y a une sensation soit de colère, soit d'abattement, et puis après il y a essayé de replacer ça dans une vision globale. Et malheureusement, comme tu disais tout à l'heure, je suis désolé de faire remarquer que ça correspond, alors est-ce un hasard ou pas, en tout cas si c'est un hasard, il est spectaculaire, à mes analyses depuis des années, notamment dans Comprendre l'Empire, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, où je dis bien que nous sommes face à la fois à un processus mondialiste et à une crise financière globale et mondiale, que ces deux choses d'ailleurs marchent ensemble, et que dans les sociétés occidentales, nos élites oligarchiques ont choisi depuis des années déjà, en France ça peut se marquer avec la loi sur le foulard de 2003, ont choisi face à une crise sociale qu'ils ne veulent pas régler, puisqu'en fait le capitalisme financier génère une crise sociale violente, de détourner une lutte des classes en croisade religieuse, en lutte religieuse. Ils ont tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire une immigration mal intégrée, une forte population musulmane en France, un contexte géopolitique mondial avec, depuis la première guerre du Golfe, une volonté américaine, sous prétexte de combattre le choc de civilisation, de recoloniser les pays arabes du Moyen-Orient. Enfin voilà, là j'ai posé un peu le décor. Donc on passe, je dirais, du micro-social à la colère de voir des voyous de banlieue resalafisés tuer des jeunes Français de la couche moyenne salariée, hein, des bobos à Bastille. Et puis quand on prend du recul, on se dit ces événements qui ressemblent à 11 septembre à la française arrivent quelque part à point nommé et font partie quand même d'un calendrier et d'un crescendo qui nous amène à des soumissions dont on pourra parler et à des changements politiques dont on va pouvoir parler là. En 2001, un mois et demi après la tragédie du 11 septembre, George Bush décrétait lui aussi la guerre aux terroristes et instaurait le Patriot Act, mesure d'exception et arsenal sécuritaire, comme en France aujourd'hui. À la fois le Patriot Act et à la fois les lois de juillet 2015 permettent de surveiller plus massivement les citoyens. Aux États-Unis, le Patriot Act a été renforcé en 2006. Aujourd'hui, il est toujours en vigueur. En France, le Parlement vient de prolonger l'état d'urgence pour 3 mois. Jusqu'à quand ? L'état d'urgence a pour conséquence la restriction de la circulation des personnes et des véhicules ou encore l'assignation à résidence, la fermeture des salles de spectacle et de tout lieu de réunion, la perquisition de jour comme de nuit sans contrôle de juge.
C'est une bonne question, parce que c'est vrai que la première chose qu'on va me dire, c'est vous pourriez commencer par la petite ritournelle rituelle de ma tristesse par rapport aux morts, etc., etc. Tu vois. Et c'est vrai que je vais dire deux choses. J'aurais bien voulu avoir de la compassion, mais la manipulation médiatico-compassionnelle, cette comment dirais-je, surenchère émotionnelle systématique imposée par les médias sur un modèle, je dirais hollywoodien, c'est-à-dire judéo-américain, qui a peu à voir avec ce que j'appelle moi, même si ça fait ricaner certains, notre tradition de pudeur helléno-chrétienne. Voilà, c'est bien là l'inhumation que Charles de Gaulle souhaitait, dans ce petit cimetière de village, près de sa fille, dans cette tombe qu'il voyait de sa fenêtre de la boisserie et que sans doute il regardait parfois. Précisons que pour respecter les dernières volontés du général de Gaulle, aucun membre du gouvernement ne se rendra aujourd'hui à Colombey-les-Deux-Églises, à la boisserie. Même les 5 ministres compagnons de la Libération s'abstiendront aujourd'hui d'y aller. Il y a plusieurs dizaines de tués. C'est une horreur. On n'aurait jamais traité ces événements-là comme ça, du temps du général de Gaulle ou dans les années 20 ou 30. Voilà. Et ça c'est tellement, comment dirais-je, artificiel et suintant. Justement, quand on est un peu authentique, on a du mal à y adhérer parce que on n'aime pas se faire tirer les larmes. Donc moi, ce que j'ai fait, ce que j'incite les gens à faire, plutôt que de faire des petites phrases qui coûtent pas cher, de la compassion virtuelle sur Internet, etc. Je suis allé sur Internet, ça existe, j'ai regardé les visages et les noms de tous les morts. Voilà, parce que comme ça, au moins, c'est pas abstrait, c'est pas des mots et c'est pas des concepts. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai constaté quelque chose qui m'a été reproché, c'est que c'était essentiellement des petits blancs de la moyenne bourgeoisie française. Il y avait quelques arabo-musulmans sans doute, quelques noirs, mais globalement, on a tué, je ne sais pas qui, on a tué du petit français blanc. Il suffit de regarder les patronymes. Voilà. Là, j'ai été un peu touché parce que je me suis dit, moi, le quartier Bastille est le quartier où je traînais quand j'avais l'âge de ces gens-là, parce que j'ai fait les Halles, Bastille, c'est même nous un peu les branchés de l'époque qui avons un peu lancé ces quartiers. À l'époque de la rue de Lappe, à l'époque du Zorro Bar, à l'époque du Max Bar, à l'époque du Bistrot 29, à l'époque de la rue Charles Dallery, etc. Pour vous, y a pas de futur, l'avenir c'est le présent, c'est ici et maintenant, et je vous dis, ce n'est pas de ma faute si je vous aime. Tu es tatoué jusqu'au bout des ongles, toi? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ce tatouage-là? Ça, c'est une balle d'un calibre. Que t'as reçu? Non, que j'ai tatoué. Si tu veux, c'est ma préférée des armes, j'aime bien. C'est l'arme que j'aurai à choisir, ce serait un calibre. J'ai fait une balle, c'est tout. Là, c'est le mort aux vaches, pour les flics. C'est-à-dire, on emmerde les flics, quoi. Ça, c'est Thor. C'est une chanson de Johnny Hallyday. Alors, j'ai piqué le nom de sa chanson, parce que la chanson qu'il a écrite, je la trouve bien, mais j'ai pas marqué raison, j'ai juste marqué tort. Parce qu'il y a des moments, je préfère donner tort à la société, mieux que ce soit moi qu'à tort. Donc je me suis dit, si j'avais pas l'âge que j'ai maintenant, j'aurais pu effectivement faire partie des victimes. Voilà comment est venue ma relative compassion. Mais ça amène ça à une digression sur justement le mensonge, justement d'ailleurs très bobo, de la compassion universelle et sans frontières. En réalité, si je veux prolonger cette discussion, on constate quand même qu'on est très très choqué par 130 morts parce que ce sont des petits Français et même des petits Parisiens. Je fais remarquer que quelques jours avant, il y avait 200 Russes qui avaient été tués dans l'explosion d'un avion. Et je fais remarquer aussi, sans que ça ne change rien d'ailleurs, que depuis la première guerre du Golfe à laquelle nous avons participé, la principale arme de destruction massive en ce moment, c'est Saddam Hussein. Mais non, bien sûr, c'est pas Bush. Nous massacrons quotidiennement les populations arabes moyen-orientales, et depuis d'ailleurs nous massacrons aussi les populations du Maghreb à travers le peuple libyen et le peuple africain à tout va. Et que l'air de rien, on
on y survit très bien émotionnellement. Hein. Donc ce qui veut bien dire que ma conclusion, c'est pas de dire que c'est scandaleux, parce que ça, justement, ça serait une phrase de bobo. C'est scandaleux. Non, en fait, c'est anthropologique et c'est normal. On est sensible à la souffrance des nôtres. Prétendre autre chose, c'est un mensonge. À Benghazi, bouleversé par ce que je voyais, bouleversé par le courage de ces hommes et par leur solitude, comme je l'ai été quelquefois dans ma vie. Vous savez, comme au Darfour, comme en Bosnie et d'autres fois encore. C'est un mensonge typiquement droit de l'homiste universaliste qui va très bien à Bernard-Henri Lévy, mais parce que c'est un menteur professionnel. En réalité, là, nous avons été d'un seul coup conscients de ce que c'était que des morts, hein, et ça nous a choqués. Prenons donc conscience de ce qu'on fait subir depuis 1991 au peuple irakien. Des bâtiments éventrés, des échoppes qui fument encore. Voilà ce qu'il reste de ce grand marché au nord de Bagdad. Ce matin, à l'aube, un camion piégé explose au milieu de la foule. 76 morts et plus de 200 blessés selon un bilan provisoire. C'est constant en Irak depuis plus de 20 ans. C'est maintenant constant en Libye à cause de M. Bernard-Henri Lévy et de M. Sarkozy. Je pense que c'est bon pour Israël. Et c'est constant en Syrie. N'oublions pas qu'effectivement nous faisons subir un chaos de mort et d'effroi au peuple syrien depuis maintenant 5 ans, pour des raisons très très difficilement justifiables. Parce que je pense que plus personne aujourd'hui ne croit à la mascarade qu'il fallait remplacer un dictateur qui serait soi-disant Assad, alors que c'est un chef d'État légitime d'un pays républicain, démocratique et multiconfessionnel, et il faut le remplacer par ces fameux Al-Nostra, dont notre ministre des Affaires étrangères, qui n'a toujours pas été démissionné, nous disait il y a peu encore qu'il faisait du bon boulot. Alors moi j'ai deux analyses là qui se télescopent dans mon esprit. Si on fait une analyse macro, hein, c'est-à-dire haute politique, on se dit que les bobos du 11e arrondissement, hein, c'est un terme maintenant qui est très à la mode, hein, ça voulait dire bourgeois bohème, hein, c'est-à-dire c'est des libéraux libertaires, hein, c'est un concept de Kluskar au départ, sont la population, on va dire majoritairement française de souche, de la classe moyenne, qui est traditionnellement on va dire antiraciste et assez sensible à la cause palestinienne. Donc là, je me dis moi que si j'étais Daesh, cibler ces gens-là, ce n'est pas fait en tout cas dans l'intérêt des musulmans. Au lendemain des attentats, des lieux de culte musulmans ont été vandalisés un peu partout en France tout au long du week-end. Des croix rouges ont été dessinées sur les murs de la mosquée de Créteil dans le Val-de-Marne. À Oloron, dans les Pyrénées-Atlantiques, ce sont des inscriptions néo-nazies et de la charcuterie que des fidèles ont découvert devant la mosquée. Et puis une croix gammée a été taguée sur un autre lieu de culte musulman à Pontarlier. On est tous unis dans la douleur. J'ai un ami qui était au Bataclan, on est tous unis dans la douleur. Elle s'appelle Samira. Elle est française, musulmane de confession, et ne supporte plus les amalgames. Là, il y a une jeune fille voilée qui vient se recueillir là. Elle se fait insulter par un idiot qui vient lui dire que c'est de sa faute. Mais où on est? Donc en fait, le résultat pratique, c'est de couper des jeunes qui ne marchaient pas dans la combine du choc de civilisation, hein, c'est-à-dire qui n'étaient pas anti-islamiques, rabiques, comme d'autres catégories sociales françaises, de les amener au racisme anti-arabe d'une certaine manière. Qui haïssent la beauté de la jeunesse parisienne, de leur ouverture, On est tellement bien, on est tellement heureux, on est tellement libre et ils haïssent ça, ils sont frustrés, Ça, c'est l'analyse, on va dire, sur s'il y a une stratégie perverse et macro, hein, du système. Après, j'ai une autre analyse, qui d'ailleurs les deux peuvent se coordonner, c'est que moi, ça me rappelle ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette attaque de jeunes voyous de banlieue, resalafisés, originaires de nos anciennes colonies, qui attaquent
qui viennent bolosser. Ça me rappelle ce que moi j'ai vécu quand je traînais à Bastille, au moment où ces jeunes gens issus du regroupement familial ont atteint l'adolescence. Ils descendaient sur Bastille, parce qu'à l'époque il y avait Radio Nova qui avait ses locaux rue du Faubourg Saint-Antoine, pour taper, agresser du petit blanc, hein, c'est-à-dire c'était les racailles contre les bouffons à l'époque, hein, on n'avait pas encore même le terme de bobo. Et ça participait d'un processus qui a beaucoup à voir avec le périphérique, c'est-à-dire c'était à la fois un rapport de jalousie, de haine et de fascination, d'ailleurs réciproque, entre des jeunes qui étaient exclus de la croissance et exclus de la Dolce Vita, et qui étaient dans les lieux de bannissement qui s'appellent les banlieues, alors qu'ils avaient cette jeunesse, cette énergie, c'était essentiellement des garçons. NTM, ça veut dire quoi? Nique ta mère. Vous êtes de quelle nationalité, NTM? Nique ta mère. Et puis ce qui les fascinait, ce qui les rendait haineux, qui était la belle vie agréable des jeunes des couches moyennes salariées de Bastille. Et ils descendaient, ce qui est traditionnel, hein, les voyous qui descendent un peu dans les beaux quartiers. Enfin là, c'est d'ailleurs pas les beaux quartiers, c'est les quartiers de jeunes, hein, et qui se font plaisir en les humiliant, en les agressant. Parce que c'est un palliatif en fait au plaisir qu'ils ne peuvent pas partager, un palliatif à la sexualité, puisqu'il y a un problème avec les filles, etc. Et finalement, nous sommes passés, dans les années 90, d'une violence de banlieusards contre des types des quartiers petits bourgeois qui étaient à la fois manipulés, qui étaient à l'époque manipulés par SOS Racisme et le PS, et qui se passaient avec des cutters et des coups de poing, et c'était plutôt de la dépouille et de l'agression au cutter. On est passé maintenant à l'agression à la Kalachnikov, parce que c'est plus le PS et SOS Racisme qui manipulent, maintenant c'est le Mossad et la CIA. Vous voyez, ça serait l'analyse, il y aurait l'analyse géopolitique et puis l'analyse sociétale. Les deux se rejoignent. Effectivement, il faut remarquer que ces djihadistes ne sont pas des types de 40 ans ou de 50 ans, des érudits en islam, prêts à se sacrifier pour rejoindre Dieu, être martyrs pour rejoindre le paradis plus facilement. Ce sont des gamins. Abdelhamid Abaoud, 27 ans, né en Belgique. Ou Abou Omar al-Baljiki, le Belge, quand il est en Syrie. C'est aussi un homme dont les photos ne manquent pas, très présent sur les réseaux sociaux, où il se vante d'être un touriste terroriste. On le voit parader avec sa Kalachnikov en Syrie, entouré par d'autres francophones de Daesh, ou présentant son frère de 13 ans, qu'il a fait venir auprès de lui. Des adolescents et des post-adolescents, issus de la voyoucratie et de la désocialisation. Pendant longtemps, les deux frères étaient surtout connus comme de bons vivants, amateurs de foot, de sorties en boîte et de filles. Brahim, le grand frère, vendait de la drogue à l'occasion. Il y a 6 mois, le futur kamikaze avait même été filmé en flagrant délit de braquage dans un bar tabac. Et réislamisé très récemment et ne maîtrisant absolument pas la religion, et qui participe d'une crise qui existe depuis les années, on va dire depuis mai 68, qui est à la fois une crise et une stratégie de domination, qui est la montée au pinacle de l'adolescence. Ça a commencé avec la fureur de vivre du rebelle sans cause. Mais qu'est-ce que tu attends, Toréador? Tu ne veux pas descendre dans l'arène? C'est vrai, tu n'es qu'une poule mouillée. Non, ne dis pas ça. L'autre nom du rebelle sans cause, c'est le petit con mal élevé. Nique ta mère, nique ta mère. Je m'appelle Nique ta mère pour ces raisons-là, d'ailleurs. Ouais. Et nous avons, pour des raisons de domination politique, c'est-à-dire pour tuer le père et le mâle adulte raisonnable, le patriarche, celui qui pouvait maintenir une société qui pouvait résister notamment à la déferlante du capital et à la déferlante de la vulgarité de l'argent et de l'immoralité de la consommation, nous avons fait monter au pinacle l'adolescent. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne.
j'attendais. Oui, j'en étais sûr. Alors là, vous avez l'air du cochon. Ah, vas-y, chose Marcel. Je défends Cohn-Bendit. Il a le droit de s'habiller comme il veut. Il n'a pas le droit d'emmerder les autres et de les empêcher de parler. Ah, la France profonde qui se réveille. Allez, vas-y. Ça vient du bas, là. Ça vient du terroir. Et je dirais que le djihadiste aujourd'hui est un cancer de la stratégie, de la toute-puissance de l'adolescence dans nos sociétés depuis mai 68. Hein. On a fait ça avec la femme, avec le féminisme, on a fait ça avec l'immigré, on a fait ça avec le jeune. Jouir de tout pendant qu'on peut. De la musique, de l'alcool, des filles, de la vitesse. Pas se laisser entamer, voilà. Il a raison, c'est une forme d'hypnose. Ça permet d'aller plus loin. C'est ça le vrai truc, aller plus loin. Jusqu'où? Jusqu'au jour où on se fout en l'air, pour aller plus loin encore. Tout ça a été une stratégie, comment dirais-je, de destruction, en fait, du père, hein, du père, du patriarche, de celui qui transmet l'autorité et qui permet, par le modèle identificatoire adulte, le passage de l'adolescence à l'adulte. En fait, nous sommes, si on veut faire de la psychologie, tous ces djihadistes sont des adolescents qui n'arrivent pas à passer à l'âge adulte et qui donc sont incapables de se projeter dans un avenir. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils acceptent de mourir assez vite. Soit parce qu'ils acceptent de mourir, soit parce qu'ils ne conçoivent pas qu'ils vont mourir. Le point commun de toutes les racailles que j'ai connues, c'est qu'ils sont incapables de penser au-delà de quelques semaines. Ils prennent la maille rapidement, ils font le braco rapidement et ils ne se voient pas en tôle, ils ne se voient pas morts, voyez. Et je pense que ces djihadistes-là, quand on regarde, il y en a un des deux qui demandait à être payé la veille. Je vois les deux frères qui sont là, qui se bagarrent entre eux. Pourquoi? La seule chose que j'ai compris, c'est moi, j'irai pas si j'ai pas l'argent. Et l'autre, il lui dit non, tu vas y aller. Il lui dit moi, si j'ai pas de pognon, je bouge pas. Quand tu veux mourir pour Dieu, t'es pas en train de discuter pognon la veille, hein. Mais par contre, ça veut dire que le type, il pensait à son pognon. Je pense que c'est la même chose d'ailleurs pour Koulibaly et les Kouachi, sans comprendre qu'ils vont mourir demain. Et ça, c'est typiquement l'ado incapable de se projeter dans l'âge adulte qui est l'avenir, qui est l'idée de de construire quelque chose, prendre une femme, fonder une famille, faire des enfants et être capable de les faire vivre par un travail, ce qui veut dire se projeter sur des années, des années. C'est drôle, on dirait que t'as jamais été jeune. Figure-toi que j'ai pas eu le temps. Dans la brousse en Indochine, on faisait pas d'études. Et quand t'es rentré, t'avais pas de métier, mais du courage, etc., etc., etc. Je crois que t'es quand même un peu salope. Toi, t'as eu tes premiers diplômes et un jour tu t'es arrêté. Pourquoi? Tu pouvais être institutrice, professeur. Fatiguée pour enseigner au monde des trucs auxquels je ne crois plus. Je ne crois plus à rien. À rien. On est vraiment là aussi, il faut le rappeler, et tout ça n'a toujours rien à voir avec l'islam, avec une crise extrême de la stratégie adolescente du capitalisme dégénéré. C'est un sujet sur lequel il faudra travailler parce que beaucoup de gens passent à côté. Toute cette histoire, c'est une histoire de jeunes, et de jeunes cons, jeunes inconscients et jeunes branleurs du côté des bobos, et jeunes hystériquement violents du côté des racailles. Or, l'hyperviolence est un truc d'adolescent, il faut le savoir. Les gens qu'on envoie au front dans les guerres, ils ont 19 ans. Pour la France, 1 300 000 morts métropolitains et environ 70 000 morts parmi les troupes coloniales. Au total, autant qu'on sache, la guerre a coûté entre 9 et 10 millions de morts. Mais quand ils ont fait ça, ils avaient 18 ans. Ils n'avaient pas 75 ans et une grosse moustache blanche. Ils avaient 18 ans, ils avaient 20 ans, bien sûr. Et c'était pas des pépés. Et puis maintenant que moi, je suis plus vieux que les combattants de 14, parce que moi, j'ai plus 20 ans, je me dis, mais enfin, c'était des gamins, quoi. Les gens qui sont prêts à mourir
pour montrer qu'ils sont des hommes et qui sont pleins de testostérone et de violence et qui font des bagarres, c'est des jeunes. Il n'y a pas de bagarre collective de type de 50 ans ou de 45 ans. Les bastonneurs, ils ont 20 ans. Et là, on est quand même dans la manipulation de jeunes adultes n'arrivant pas à devenir adultes et ayant une énergie qui n'arrive pas à se projeter dans la sublimation de la construction du projet et qui sort d'eux comme un jet de violence. Et ça, c'est une analyse qu'il faut avoir sur la critique la critique ultime du jeune, de l'idéologie du jeune. Eh ben, je constate moi-même que quand je parle de tout ça, l'islam n'est pas central. Ce qui est central, c'est une société française dans laquelle il y a une crainte et une violence symbolique et une haine réciproque entre Français de souche, qui sont d'ailleurs souvent des anciens immigrés, mais des anciens immigrés issus de populations européennes, blanches, chrétiennes, et puis des gens qui sont arrivés plus récemment, qui sont mal intégrés. On peut donner toutes les raisons. Les raisons ne sont pas des excuses, et de toute façon, je crois qu'on est sorti là de l'époque des excuses. Voilà. Donc en fait, il y a une violence qui est à la fois sociale et raciale. Elle est ethnico-sociale. Et après, cette violence peut être plus ou moins utilisée, médiatisée, en dehors de son énergie propre, par des forces politiques nationales ou internationales. Touche pas, mon pote. Peut-être avez-vous déjà vu ce badge. Je pense qu'il y a en France un problème de racisme. Pourquoi avons-nous créé SOS Racisme à la fin de l'année 1984 ? SOS Racisme, il s'agit de dénoncer le racisme. SOS Baleine, il s'agit de sauver les baleines. Et Baudrillard dit, mais cette ambiguïté peut être révélatrice, peut-être qu'il y a des gens qui veulent sauver le racisme pour se donner le plaisir de haïr certains ennemis. C'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société occidentale, enfin de ce qu'on appelle nous les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs, à qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Je reviens toujours là-dessus parce que c'est très important. האסלאם הקיצוני אינו שונא את המערב בגלל ישראל, הוא שונא את ישראל כי היא חלק אורגני של המערב. Et puis aujourd'hui, c'est utilisé par d'autres, effectivement, pour valider le conflit de civilisation, c'est-à-dire cette théorie néoconservatrice américaine, et juive et sioniste, il suffit de regarder les noms, qui a décidé, après la guerre froide, quand il n'y avait plus l'ennemi communiste pour justifier notamment les budgets du complexe militaro-industriel et l'impérialisme américain qui doit toujours attaquer au nom de la défense des libertés ou du monde libre. Janvier 2002, discours rituel de l'État de l'Union. Bush va désigner un nouvel ennemi, l'Irak. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. C'est ce qu'on appelle les guerres préventives, d'une certaine manière, qui est un concept impérial. Il a fallu remplacer cet ancien méchant qui avait disparu avec l'effondrement de l'URSS et l'époque Eltsine par un nouveau méchant qui a été, comment dirais-je, le musulman radicalisé. Or moi, ce que je fais remarquer, c'est qu'il y a eu toute une épopée coloniale qui s'est passée sur le monde arabe qui n'a pas produit cet islam radical. C'est à Bandung, en 1955, que Gamal Abdel Nasser s'affirme aux côtés de l'Indien Nehru et de l'Indonésien Soekarno comme l'un des chefs de file du tiers-monde émergent. Il mène alors l'Égypte depuis 3 ans, où la révolution des officiers libres l'a installé au pouvoir. Son programme se nourrit d'anticolonialisme, de panarabisme et de socialisme. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. يعني اذا الواحد قال هذا الكلام أنا في رأيي إن كل واحد في بيته
هو اللي ينفذ هذا الكلام. Or, cet islam radical qui existe aujourd'hui indéniablement, pourquoi est-il né au moment où les théoriciens géopolitiques américains ont eu besoin qu'il existe? Je pense que l'origine de cette mutation de l'islam en islam djihadiste radical ne vient pas de l'islam. Voilà, c'est assez clair. Well, I think if you really want to know the truth about the invasion of Iraq, there's clearly some incentives for the invasion. Oil, securing oil was one of them. Establishing permanent military bases in the region was another one. But a far less talked about reality is Israeli plans which made clear that the balkanization of surrounding countries, in particular Iraq, if we go to Oded Yanan's plan for Israel in the 1980s, it lays out very clearly a strategy of destabilizing all of the surrounding areas of Israel. This includes Syria, Lebanon, Jordan, Iraq, and even Egypt and Saudi Arabia. And this long-term goal is part of the Greater Israel Project. So in terms of the sectarian divide you see happening in Iraq today, it's actually all part of a very well-designed plan to try and secure the goal, this fantasy goal of the Greater Israel Project. La première réponse, c'est que ce crime ne profite sûrement pas aux musulmans de France, qui aujourd'hui sont inquiets de leur avenir dans le pays. Moi, j'ai des gens qui me parlent et qui me disent j'ai peur d'aller chercher mes enfants à l'école en ce moment, il va peut-être falloir qu'on s'en aille. Donc le crime ne profite pas aux musulmans de France, c'est une évidence. Donc hier, dans les coups de 20h30, nous avons les forces de l'ordre qui ont fait interruption justement au restaurant. Ils sont rentrés, ils étaient entre 35 et 40. Ils ont fait une fouille. Ils ont cassé les portes qui étaient en bas. Je leur ai proposé de leur donner les clés, mais ils n'ont pas accepté. Ils ne m'ont même pas répondu. Ils ont cassé 3 portes, dont 2 qui étaient déjà ouvertes, même pas fermées à clé. Ils m'ont dit que c'était sous ordre du préfet et c'était par rapport à l'état d'urgence. Ça les met sur la sellette, bien évidemment. J'ai d'ailleurs vu des vidéos dégueulasses où on voit un vieux musulman avec un bouquet de fleurs qui vient honorer la mort d'un des morts du Bataclan, qui était un musicien de musique classique, et il se fait prendre à partie par des jeunes cons de bobos à vélo. Celui-là, il me parle à mon cœur, celui-là. Il me parle à mon cœur. Monsieur, moi aussi je parle avec... Vous croyez pourquoi je suis venu, moi? Si je suis pas sincère, pourquoi je suis venu? Je vous dis pas que vous n'êtes pas sincère. Je vous dis que maintenant il y a un discours de vérité. Ça suffit les mots qui sont creux. Ça suffit de parler pour ne rien dire. On n'a rien contre les musulmans, mais respectez la laïcité. Qui la semaine d'avant serait venu me traiter de nazi et de fasciste, mais qui là, parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé, se permettent de demander des comptes à des vieux travailleurs musulmans français de 65 ans, en leur demandant des comptes sur leur islam. L'islam aujourd'hui, si vous êtes musulman, monsieur, descendez dans la rue, organisez-vous et dites ça, ce n'est pas l'islam, dites-le. Moi je descends avec vous. Dites-le. Moi je descends avec vous, monsieur. Je suis d'accord avec vous. Et ça, c'est, pour moi, ça c'est répugnant. Donc ce qui veut bien dire que les bénéficiaires ne sont pas le peuple français qui effectivement vit en ce moment sous la menace d'attentats terroristes, ni les musulmans. Donc qui sont les bénéficiaires? Je crois que M. Kuckerman et M. Netanyahou nous l'ont dit qui étaient les bénéficiaires. Moi j'avoue que je n'ai pas été surpris du tout. Parce que nous, on a l'habitude d'être, nous juifs, les sentinelles de la démocratie. Oui. On l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, on le revoit là. À mon avis, ça se compare. L'islamo-fascisme, c'est assez proche du nazisme. Oui. Dans l'attitude de vouloir détruire tout ce qui existe. D'accord. בישראל, כמו בצרפת, טרור הוא טרור. הגיע הזמן שהעולם יתעורר ויתאחד כדי להביס את הטרור. הגיע הזמן שמדינות יגנו את הטרור נגדנו באותה מידה שהן מגנות את הטרור בכל מקום אחר בעולם. Maintenant, vous, Français, savez ce que nous vivons, nous, en Israël. Voyez ? Donc, effectivement, il semblerait, sans que je pousse plus loin le constat, que les bénéficiaires de ce qui s'est passé sont l'impérialisme américain, la politique impériale, on va dire, et la politique impériale américano-sioniste, et je dirais on va dire la communauté juive de France, qui effectivement peut aujourd'hui ramener les bobos dans le camp du pro-sionisme. Enfin, en tout cas, elle a des éléments pour le faire.
Nous sommes entrés dans la Troisième Guerre mondiale. Eh bien, nous en voyons les résultats. Nous sommes dans une guerre mondiale et il faudrait que l'Occident se réveille et soit prêt à combattre de manière forte sur le terrain également. Donc pas seulement sur Internet, pas seulement dans les écoles de formation des imams, mais également sur le terrain. Syrian media reports that during this operation, French officers have been detained. Reports say that the men confessed they were captured by the opposition fighters but failed to clarify why they were in Syria. We are also hearing that France has already reacted to the claims by returning its ambassador to Damascus. These reports follow the Free Syrian Army members' claims that it's already received weapons and anti-aircraft missiles from US and French sources. Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Le régime syrien doit être abattu et rapidement. Ces Syriens reçus par Laurent Fabius président des comités révolutionnaires civils. Que sont ces zones? Quelle est l'action de la France là-bas? La France donne de l'aide qui passe grosso modo par cette frontière turque. Il y a très souvent la présence de diplomates français là-bas pour faciliter la chose. C'est carrément du liquide qui passe, mais bon, on garde des reçus. Autre titre ce soir, ce sera peut-être un virage dans le conflit syrien. La France et la Grande-Bretagne sont décidées à livrer des armes à la rébellion syrienne. De quels moyens concrètement la France dispose-t-elle pour les surveiller? Comprenez ma question. Que se passe-t-il quand ces djihadistes rentrent en France? Nous devons d'abord faire la preuve qu'ils combattent dans des groupes proches d'Al-Qaïda. Un certain nombre de ces groupes sont connus comme Jabhat el-Nosra et sur les listes des organisations terroristes que nous combattons. Monsieur le ministre, pour parler clair, tous les combattants français actuellement en France seront poursuivis par la justice, c'est ce que vous dites? Pas tous, puisque certains y vont, oui, peut-être parce qu'au fond, ils ont envie d'une aventure. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons choisi notre camp, le camp anti-Assad. Oui, vous dire que la diplomatie a choisi le... Et aujourd'hui, il est vraisemblable que nous ne sommes pas très loin de rencontrer de temps en temps des gens d'Al-Nosra. J'espère au moins qu'on les a infiltrés. Je suis même sûr, d'ailleurs, demain. Donc ça veut dire que finalement, nous sommes des alliés sur le terrain. Nous poursuivons le même but. كيف يعني عميل أمريكي؟ لا أبو بكر البغدادي معروف إن أمريكا أفرجت عنه. فسر لنا كيف؟ أمريكا أفرجت عنه وهو كان في السجن وأنفق أكثر من 20-30 مليون دولار لتجميع مجموعات داعش دي. وأول معسكرات اتعملت لداعش اتعملت في الأردن، والأردن مش عاملة معسكرات صدقة لله يعني. يعني الأردن لما تعمل معسكرات لمجموعة إرهابية مش معقولة تعملها صدقة تتصدق بيها يعني. وكان بيشرف على هذه المعسكرات المارينز وتسليح داعش كله أمريكي. Soins médicaux, fourniture de renseignements et peut-être même armement des combattants. Voilà quels seraient les trois piliers de la coopération entre Tsahal et les rebelles syriens. Selon un rapport cité par nos confrères du journal Haaretz et remis au Conseil de sécurité, une étroite coopération se serait progressivement mise en place entre l'armée israélienne et les forces hostiles à Bachar al-Assad. Les premiers échanges auraient débuté en mars 2013. Selon Damas, Israël appuierait activement le front al-Nosra dans sa lutte contre le régime d'Assad. Le mois dernier, la communauté druze israélienne accusait le gouvernement de soutenir les factions les plus radicales des milices sunnites syriennes, État islamique inclus. Si on prend l'exemple de Palmyre, même chose, les djihadistes ont réussi à chasser l'armée syrienne qui s'est réfugiée dans des zones jugées plus stratégiques. Pourquoi la coalition internationale n'est-elle pas intervenue? Pourquoi elle n'a pas frappé? Eh bien pour ne pas aider cet homme, Bachar al-Assad, et la coalition internationale, et notamment les États-Unis ne veulent pas donner l'impression de lui donner un coup de main, de lui prêter main forte dans cette lutte contre les djihadistes. La première, c'est la neutralisation de Bachar el-Assad. Vladimir Poutine, c'est notre allié en Syrie? Non, pour l'instant, ce n'est pas notre allié. Il est l'allié de Bachar el-Assad. Ce n'est pas la même chose. Jeudi, je me rendrai à Moscou pour y rencontrer Vladimir Poutine. Je lui dirai que la France peut travailler avec la Russie. C'est une coalition unique qui se met en marche entre la France, les États-Unis et la Russie, désormais considérée comme un partenaire
pour détruire l'organisation État islamique. Pour la première fois, le chef de l'État dit la priorité, l'ennemi, c'est Daesh. On laisse Assad de côté, on laisse le sort du président Assad de côté et on décide de frapper Daesh, vraiment de bousculer la menace principale pour assurer la sécurité des Français. Et ça, c'est un vrai tournant. Je suis à Moscou avec toi pour déterminer comment nous pouvons, les uns et les autres, agir et nous coordonner pour que nous puissions à la fois atteindre ce groupe terroriste et en même temps chercher une solution politique pour la Syrie. Alors justement, bonne question. En apparence, on pourrait croire que l'infléchissement est dû aux morts du vendredi 13, hein, qui n'est plus un jour porte-bonheur depuis. En réalité, l'infléchissement, il est dû à l'entrée dans le jeu de Poutine. C'est la première opération simultanée de l'aviation russe et de l'armée de Bachar el-Assad en Syrie. Leur cible, des factions islamistes, notamment le front Al-Nosra, dans les provinces de Hama, au centre du pays, et d'Idleb, dans le nord-ouest. Cette guerre, la Russie la mène aussi depuis la mer Caspienne. 4 de ses croiseurs ont tiré des missiles sur 11 cibles de l'État islamique, les détruisant toutes, à en croire le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu. Dans cet entretien avec le président Poutine relayé par les médias russes, le ministre évoque 112 cibles frappées en Syrie depuis le lancement de l'opération il y a 8 jours. En fait, Poutine est maintenant, la Russie de Poutine est maintenant sur le terrain dans un combat concret contre Daesh, et ont les moyens de témoigner à la face du monde que l'État français fait semblant de combattre Daesh depuis 2 ans déjà. Moi, ce que je vois, c'est que ça fait 1 an que les Russes, ça fait 1 semaine qu'ils combattent l'État islamique. Ça fait 1 an qu'une coalition est censée faire reculer l'État islamique. Est-ce qu'on accuse les États-Unis, l'Arabie Saoudite de ménager Daesh ou d'avoir permis son avancée? Bon, ça c'est une première chose. D'autre part, c'est pas vrai. La Russie bombarde aussi l'État islamique. Elle a effectué des frappes à Raqqa. Il semble que la France en a effectué 2 seulement en 1 an. On a attendu 1 an avant de bombarder en Syrie, donc on a épargné l'État islamique aussi. Et non seulement fait semblant de le combattre, mais en fait fait partie des puissances avec l'Angleterre, Israël, la Turquie, la Jordanie aux ordres, les États-Unis et au niveau de l'idéologie et des finances, l'Arabie Saoudite, le Qatar et inversement, on fait partie de la coalition pro-Daesh. Et alors aujourd'hui, on fait semblant de bouger parce que d'abord il faut répondre à une colère populaire. Parce que ça commence à devenir gênant de savoir que finalement nos jeunes sont morts à cause des choix politiques français. Jeudi matin, vous publiez également l'interview de Bernard Skwarczyni, qui est l'ancien patron des services secrets. Il révèle que les services secrets syriens sont venus il y a 2 ans lui proposer la liste de tous les djihadistes français opérant en Syrie. Bernard Skwarczyni s'est tourné vers son homologue français qui a dit effectivement ça m'intéresse mais il faut que je réfère au Premier ministre Manuel Valls. Manuel Valls a dit pas question, nous n'échangeons pas de renseignements avec un régime tel que la Syrie. Surtout des choix qui ne se justifient par rien qui correspond aux intérêts supérieurs de la France. La Syrie ne nous a jamais rien fait. La Syrie pourrait juste reprocher qu'elle a été un protectorat français comme le Liban à une époque. Ils ne nous ont jamais rien fait, ils ne nous posent aucun problème. Pourquoi mettre autant d'énergie à vouloir changer le régime politique de la Syrie? C'est une vraie question. La Syrie se trouve au cœur des intérêts de 2 États, le Qatar et l'Iran, la grande puissance régionale. Les 2 voisins partagent le plus grand champ gazier du monde, soit 9700 km² dans le golfe Persique. Mais la copropriété se passe mal. Le Qatar, qui n'est pas soumis aux sanctions internationales comme l'Iran, pompe davantage dans la réserve que son grand voisin. De son côté, la République islamique menace régulièrement de fermer le détroit d'Ormuz, par lequel passent les méthaniers qataris. Inacceptable pour Doha, qui a bâti sa puissance économique sur les exportations de gaz. Pour contourner l'obstacle, les Qataris se sont donc mis à chercher de nouvelles voies de transit. En 2009, Doha avait imaginé un gazoduc terrestre allant du golfe Persique jusqu'à la Turquie. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles le Qatar décide alors de se rapprocher de Damas, mais Bachar el-Assad finit par dire non au pipeline qatari. Il s'est souvenu de son allié russe dont les intérêts économiques auraient été menacés. Et en 2011, Assad signe pour la construction d'un pipeline avec l'Iran et l'Irak, l'Islamic Gas Pipeline, qui sera relié au South Stream, le gazoduc russe. On comprend mieux l'intérêt du Qatar à un changement de régime à Damas, des enjeux qui peuvent expliquer en partie le soutien étonnamment massif offert par le Qatar à la rébellion syrienne. Donc
je crois que le problème est là, c'est que dès lors que Poutine est rentré dans le jeu, le mensonge français et le mensonge, on va dire, impérial peut être révélé. La Turquie est le principal consommateur de pétrole volé en Syrie et en Irak. Selon les informations disponibles, le plus haut responsable politique du pays, le président Erdogan et sa famille sont impliqués dans cette activité criminelle. Exactement comme quand Poutine s'énerve, il dit « je vais m'intéresser à la mission Apollo 11 où je vais ouvrir les archives de la libération des camps qui étaient à l'Est et qui ont été libérés, je le rappelle, par l'armée russe, pas par l'armée américaine. » Vous voyez, en fait, ce qui fait bouger les choses, c'est Poutine, c'est pas les 130 morts là. L'intervention russe clarifie les choses d'une certaine manière, alors évidemment avec une violence qui est celle de la guerre, mais oblige en quelque sorte l'Occident à mettre les cartes sur table. Qui soutient-on? Nous soutenons des rebelles qui ne sont pas forcément modérés. Nous jouons Al-Qaïda contre Bachar al-Assad. Oui, c'est une bonne remarque. On n'a jamais réussi à vendre un Rafale depuis 20 ans, je crois. Et aujourd'hui, depuis quelques semaines, des pays nous en achètent. Alors, qui sont ces pays? En Arabie Saoudite, Manuel Valls a pratiqué la diplomatie économique avec succès. Et c'est sur son compte Twitter qu'il a annoncé ce matin la bonne nouvelle. France-Arabie Saoudite, 10 milliards d'euros de contrats, le gouvernement mobilisé pour nos entreprises et l'emploi. Avec l'Arabie Saoudite, nous avançons en confiance. Au salon de Dubaï, ces jours-ci, le Rafale tient la vedette. Il aurait séduit le pays hôte et les Émirats arabes unis, une commande record qui pourrait aller jusqu'à 60 avions. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, tous ceux qui financent, et c'est absolument démontré, Daesh. Alors les financer, d'accord, mais de quelle manière? Alors ça c'est difficile de tracer les circuits financiers parce que dans ces pays, on ne peut pas distinguer ce qui relève des finances publiques et des fortunes privées. C'est ce que nous explique en tout cas Pierre Conessa, un ex-haut fonctionnaire du Quai d'Orsay. L'argent public et l'argent privé n'existe pas, la distinction n'existe pas. Quand il manque de l'argent dans la caisse publique, c'est le roi qui verse, et quand il y en a trop, c'est lui qui ramasse. Et donc toutes les familles, les 10 000 princes, si vous voulez, qui tournent autour, c'est exactement pareil. Et pourquoi c'est pour eux? Parce que si vous voulez, l'Arabie Saoudite, c'est une espèce de Disney World de l'islam, c'est-à-dire tout est faux. C'est une espèce de ghetto dans lequel il n'y a aucun cinéma, aucun théâtre. Et quand les Saoudiens sortent à l'étranger, à ce moment-là, ils s'éclatent. Et quand ils reviennent, comme ils se sentent coupables, ils achètent des indulgences. Mais ces indulgences, ils disent pas cet argent doit aller à Al-Nosra ou doit aller à Daesh. Simplement, cet argent va, de fait, vers ces groupes islamistes. Est-ce que c'est pas tout ça la rétribution payée aux élites françaises pour leur complicité dans ce meurtre de masse, parce que je pense effectivement il y a un rapport de cause à effet. Le pouvoir en Arabie Saoudite comme au Qatar lutte contre Daesh. Ça c'est incontestable. Vous êtes certain? Et moi je n'ai pas de raison de douter aujourd'hui de l'engagement de ces deux gouvernements. Oui, d'accord, mais vous voulez qu'on envahisse l'Arabie Saoudite? Non, non. Vous voulez que l'on se passe du concours de l'Arabie Saoudite, qui fait partie de la coalition pour lutter contre le terrorisme? Je conteste que le Qatar puisse aujourd'hui, je parle aujourd'hui, participer à quelque financement que ce soit du terrorisme. Il y a des points communs parce que on dirait qu'il y a une espèce de calendrier avec comment dirais-je, il y a de plus en plus de morts. Et puis avant, c'était des morts dont on pouvait justifier la mort, enfin justifier entre parenthèses parce qu'ils avaient critiqué le prophète à travers des caricatures. Et là, on est dans des innocents complets. Donc on dirait qu'il y a un crescendo pour au début cibler, comment dirais-je, un noyau dur où il y a un peu de sens, et après on étend à tout le monde. C'est-à-dire on universalise la menace djihadique. Donc on voit bien que ça peut correspondre soit à un calendrier de Daesh lui-même, soit à un calendrier de ceux qui manipulent Daesh et qui ont intérêt à créer en France une psychose par rapport aux musulmans. Et on voit que tous les médias font tout pour ça. Salah Abdeslam, l'homme le plus recherché de France et d'Europe. Le teint mat et les cheveux gominés. Voici Salah Abdeslam, l'homme le plus recherché d'Europe. Les forces de l'ordre mènent depuis le lancement de 7 appels à témoins, des opérations à chaque endroit où pourrait se trouver Salah Abdeslam. Sauf que ce coup de filet d'envergure n'a pas permis d'intercepter l'homme le plus recherché d'Europe
Salah Abdeslam. C'est-à-dire qu'au lieu de gérer, de communiquer à minima au niveau des médias pour pas créer de psychose, et par contre que les forces de police, les services et l'armée fassent le boulot, comme font les Russes en Russie. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем. Ils y vont doucement sur le commentaire médiatique, mais par contre derrière ils font le travail. C'est-à-dire qu'ils éliminent physiquement des membres clés des réseaux dont ils connaissent l'existence par les infiltrations et les services, comme nous connaissons également l'existence de ces réseaux par les infiltrations et nos services qui sont compétents au niveau de l'analyse. Après, le problème, c'est s'il n'y a pas les ordres donnés par le pouvoir pour agir, ils sont bloqués. Ça serait intéressant de demander au juge Trividic, par exemple, de le pousser à dire jusqu'au bout tout ce qu'il sait, parce que visiblement, déjà, il en dit pas mal, et on en voit qu'il en a gros sur la patate, mais je pense qu'il pourrait en dire beaucoup plus. La politique américaine, vous savez ce que c'est? C'est on adore les fondamentalistes religieux s'ils sont libéraux économiquement. C'est comme ça depuis des années. C'est leur credo. C'est super les Saoudiens, c'est super le Qatar, les Émirats arabes, parce qu'ils commercent, ils sont libéraux économiquement. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc, ils aiment les fondamentalistes religieux. Alors, les issues possibles. Quand on regarde les réactions immédiates, bon, c'est beaucoup du virtuel et de l'Internet. Il y a des gens qui sont aujourd'hui qui appellent à la guerre civile. C'est-à-dire, nous sommes en guerre, les musulmans nous ont déclaré la guerre, il y a des musulmans en France, il va falloir faire la guerre pour les chasser. Et il y a plein de jeunes, je ne vais pas dire des jeunes cons, mais des jeunes énervés qui pensent que c'est la solution. Alors évidemment, ça, j'en appelle aux militaires, aux gens sérieux et aux gens qui ont un certain âge, pour bien leur expliquer que la guerre civile, on sait quand on la commence, on ne sait pas quand on la finit, et puis surtout que ce n'est pas un jeu vidéo. Alors c'est plus facile de ne rien foutre, de dire tac tac tac, on va descendre dans la rue avec la Thompson. Personne ne descendra dans la rue. Parce qu'en Algérie, on avait une partie de l'armée avec nous. On avait de l'armement. Eh bien, il n'y a pas grand monde qui est descendu dans la rue. Moi, quand j'ai fait mon maquis, je comptais sur 600 personnes. J'en ai eu 6. Alors, en quelle langue il faut le leur dire? En quelle langue il faut le leur dire? Ils vont descendre dans la rue, notre Dieu, on va voir ce qu'on va voir. Mais ce sont des débiles, les mecs qui pensent ça. Donc, c'est évident que c'est pas ça la bonne option. Mais par contre, effectivement, beaucoup de gens sont amenés sur ce terrain, notamment par la manière dont les médias réagissent. Et puis la manière dont même le président réagit en disant qu'on est en guerre. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Si on est en guerre, il faut qu'ils nous disent contre qui? Contre les musulmans? Contre les banlieues? Soit c'est un irresponsable, soit, une fois de plus, il ne travaille pas dans l'intérêt supérieur du pays, ce qui est démontré jusqu'à son patronyme. Quant à Valls, on sait qu'il n'est pas éternellement attaché à la France. Quand même. Mais un État qui a tout intérêt à ce que l'anti-islamisme se développe en France pour que la situation française ressemble à Israël. C'est-à-dire que c'est le prolongement de la stratégie de Tel Aviv sur Seine. On a Daesh sur Seine, Tel Aviv sur Seine. On a vraiment tout fait pour cueillir ça. Donc la guerre civile, c'est pas la bonne solution. Alors il y a des gens qui réfléchissent un peu plus loin et qui, eux, parlent de plus en plus de remigration. Je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que nous allons pouvoir dissoudre cette population dans l'espace français, parce que je pense que c'est impossible. Et que je pense que l'objectif que nous devons poursuivre doit être un objectif de remigration, un objectif d'inversion des flux migratoires, de façon concertée. Il y a des mesures à prendre pour ça, qui sont économiques, culturelles, politiques, etc. etc. La remigration, c'est un sujet, vraiment. C'est que depuis le regroupement familial, et à cause de l'Union européenne et de l'espace Schengen, on a nous-mêmes décidé, nos dirigeants, je rappelle, c'est Giscard qui a inauguré le regroupement familial à partir de 1975, alors qu'il n'était plus justifié
c'est-à-dire cette immigration de peuplement, n'était pas justifiée par le besoin d'emploi, puisqu'on était déjà passé par le premier choc pétrolier, on était déjà rentré dans la fin des 30 Glorieuses et une période de début de chômage. Donc en fait, la décision du regroupement familial et de l'immigration de peuplement ne peut pas se justifier, comme à l'époque de De Gaulle et du Sonacotra, par un besoin de travailleurs. Ça se situe ailleurs, au niveau des loges, au niveau de l'idéologie du métissage, au niveau de peut-être qu'aujourd'hui de ce que certains appellent le grand remplacement. La crise ne sert qu'à dissimuler une autre qui est autrement plus grave, qui est celle que j'appelle le grand remplacement, c'est-à-dire le changement de peuple. Le fait que l'Europe est en train de changer de peuple, donc de changer de civilisation. Que je trouvais excessif il y a quelque temps, mais avec les migrants qu'on a vus déferler par la Turquie, ça finit par avoir une certaine crédibilité. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui parlent de remigration. C'est-à-dire il y a eu une volonté d'immigration de la France par ses dirigeants pendant des années et des années. Aujourd'hui, le pays est saturé. La cohabitation se passe mal pour des raisons ethnico-religieuses et il faudrait les faire repartir dans l'autre sens. C'est d'ailleurs la thèse aujourd'hui d'un type comme Philippe Val, qui est passé de « immigré, tu es chez toi ». Émigré, émigré, reste là, t'en vas pas. Maintenant t'es installé, mon vieux, tu es chez toi, chez moi. À maintenant, il faut les virer et surtout, il faut les virer parce que la question sociale n'a rien à voir. Les causes sociales, c'est bidon. Évidemment que ça suffit, il faut arrêter. C'est la culture de l'excuse pour vous. La culture de l'excuse, c'est terminé. Mais... Le mec, maintenant, il est passé d'une position libertaire d'extrême gauche à une position d'extrême droite. C'est-à-dire le social n'est pas la cause. C'est une cause purement ethnico-religieuse, c'est-à-dire même, il pourrait aller jusqu'au bout et dire raciale. Il faut arrêter avec ça. On est face à un problème politique et théologique, un problème religieux. Émigré, émigré, reste là. T'en vas pas. Il y a un lien entre l'islam et l'islamisme, on ne peut pas dire ça. Écoutez, on ne peut pas nier cette réalité. Donc c'est intéressant de voir comment une certaine gauche a basculé à droite et comment aujourd'hui il y a un consensus pour l'idée de la remigration. Le problème, c'est que pour faire la remigration, imaginons ce que ça implique politiquement. À l'époque, l'Algérie n'est pas une colonie, mais un ensemble de départements français. Pour la plupart, les Pieds-Noirs y sont nés, et malgré la guerre, ils n'imaginent pas un instant vivre ailleurs. Les accords de paix comportent toutes les garanties pour qu'ils puissent y rester après l'indépendance. C'est du moins ce que proclame le gouvernement. Malgré les discours officiels de réconciliation, les deux rives de la Méditerranée vont bientôt connaître des scènes de panique. Un million de Pieds-Noirs quittent l'Algérie en catastrophe pour se réfugier en métropole. En plus je dis policièrement, ça veut dire qu'on décide à un moment donné de retirer la nationalité française à des gens qui sont nés ici et de les ramener dans des pays dont ils ne sont plus les ressortissants. C'est-à-dire que ça exigerait non seulement une révolution nationale dure en France, mais une révolution nationale dure européenne, avec en plus les accords des pays d'origine. Donc là, on est dans de la politique fiction avec un niveau de violence très grand. Le désespoir des Pieds-Noirs alimente la rébellion de l'OAS. L'organisation armée secrète rassemble, sous la direction du général Salan, des officiers qui ont déserté l'armée pour défendre jusqu'au bout la présence française en Algérie. L'OAS, pourquoi il y a eu l'OAS? Parce qu'il y avait le FLN qui nous égorgeait. Alors on allait leur dire, venez nous égorger, venez. Et oh. Et je le répète, c'était pas une route où on pouvait prendre une voiture et s'éloigner. On était le dos à la mer. Il fallait pour partir ou un avion ou un bateau. Les gens se sont battus sur les quais pour monter sur les bateaux. Et quand on est arrivé ici, on entendait le maire de la ville qui nous recevait dire qu'on aurait mieux fait de nous couler en mer. Non, c'est des choses qu'on ne peut pas pardonner. Donc c'est une discussion intéressante, la remigration, mais dans l'immédiat et même dans le monde tel qu'il est, ça ne peut rester qu'une discussion. Je vous ai compris. Par contre, la remigration au niveau individuel a un sens. Il y a des gens aujourd'hui qui me disent, moi je vais retourner dans mon pays d'origine, je me sens de plus en plus mal en France. Mes perspectives sociales sont bouchées, et en plus je me sens maintenant comme quelqu'un qui n'est pas le bienvenu ici, qui est soupçonné, etc., et qui ne peut pas pratiquer sereinement sa religion, qui est l'islam. À l'aube, un important dispositif policier se déploie au milieu de ces préfabriqués. Des préfabriqués
qui accueille la mosquée de Lagny-sur-Marne. Ont été découverts lors de perquisitions chez les dirigeants de la mosquée. Un revolver 9 mm chez un individu qui a aussitôt été placé en garde à vue. Une école coranique non déclarée, un disque dur dissimulé. À l'issue des perquisitions, 22 personnes ont reçu une interdiction de sortie du territoire. 9 sont assignés à résidence et la mosquée a été fermée. On peut comprendre effectivement qu'il y ait une remigration volontaire. Et ça, à la limite, ça peut être effectivement une solution, mais je ne pense qu'elle n'est raisonnable et acceptable que si c'est une solution, on va dire, individuelle ou familiale. Voilà. Vive le vieux vin de vigne, le vieux vin gaulois. Vive le vieux vin de vigne, le vieux vin gaulois. Tant, tant, terre et ciel, chêne, feu rouge et soleil. Tant, tant, glaive,